Alors, donc on va enchaîner avec la deuxième section, toujours dans ce premier chapitre. On va s'intéresser donc au passage des fonctions de production aux isocantes. Donc, je vais expliquer de quoi s'agit-il. Donc, section 2, voilà, des fonctions de production, aux isocantes. Donc, ça vous rappelle un petit peu à la section qu'on avait traitée dans la théorie du choix du consommateur, de la fonction d'utilité aux courbes d'indifférence. C'est à peu près la même chose. C'est juste on change un petit peu les concepts, les variables, vous allez voir. C'est la même logique donc de raisonnement. Alors, à quoi ça sert et pourquoi cette deuxième section? Donc, comme on l'a déjà vu dans la première section, la fonction de production, elle est très importante. Parce que grâce à elle, on peut décrire le comportement du producteur, puisque celui-ci, pour choisir sa combinaison productive optimale, il doit appliquer le principe de rationalité, n'est-ce pas? Consistant donc à maximiser cette fonction de production sous contrainte budgétaire. C'est à peu près la même logique de raisonnement qu'on a vu chez le consommateur. Alors, on a vu aussi donc pour obtenir cette combinaison optimale, donc on va résoudre de manière algébrique le programme du choix du consommateur, ce qu'on a vu au premier semestre. Pareil, donc pour obtenir la combinaison optimale du producteur, celui-ci il doit résoudre aussi donc un programme d'optimisation, de maximisation sous contrainte. Donc ça c'est la résolution algébrique. Mais on a dit qu'il y a aussi la résolution graphique, ce qu'on a fait aussi pour le consommateur. Et justement, donc comme on l'a vu pour le consommateur, concernant cette approche graphique, eh bien on aura besoin d'une représentation graphique de la fonction de production. Comme on a fait pour le consommateur, on a fait une représentation graphique de la fonction d'utilité. Et par quoi on a représenté justement cette fonction d'utilité graphiquement? Par la courbe d'indifférence. Donc, on va chercher un petit peu l'équivalent de la courbe d'indifférence chez le producteur et ça sera justement ce qu'on appelle l'isocante, d'accord? Donc, on va voir sa définition, comment on la construit, comment on la représente. Les propriétés, c'est à peu près les mêmes 4 propriétés qu'on a vues aussi pour les courbes d'indifférence. Donc, c'est presque, je dirais, cette deuxième section, une sorte de révision, un petit peu ce qu'on a vu dans la théorie du choix du consommateur. Donc voilà, on va passer maintenant de la fonction de production, on va voir comment on peut la représenter graphiquement, donc par des isocantes. Très bien. Alors, on va forcément commencer par la définition, bien évidemment, premier point. Donc, définition. Donc, certainement, vous posez la question, voilà, qu'est-ce que ça veut dire une isocante, d'accord? Alors, déjà, donc, je crois que j'ai déjà partagé avec vous donc le polycope concernant le premier chapitre, d'accord? Alors, dans ce polycope, donc je vais vous donner la page, je vais essayer de m'y mettre déjà. Voilà, je crois que ce sera le 3e peut-être. Non, la 20e, voilà, la 20e page. Donc voilà, si vous voyez la 20e page, vous avez le polycope sous les yeux. Donc vous avez la page 20 où je vous ai donné un tableau. Dans ce tableau, vous avez donc les quantités de capital sur la première ligne qui varient de 1 jusqu'à 10. Et puis les quantités de travail dans la première colonne à gauche qui varient aussi de 1 jusqu'à 10. Très bien. Et au milieu, bien évidemment, à l'intérieur, vous avez des cases. Des cases qui représentent quoi exactement? Donc, c'est ce que je vais vous expliquer tout de suite, bien sûr. OK? Très bien. Alors, que représentent concrètement donc ces cases? Bien. Alors, on va prendre un exemple. Donc, bien sûr, vous l'avez compris, ça va être des niveaux d'output donc qu'on obtient avec des combinaisons productives, c'est-à-dire des quantités de travail et de capital. Alors, je vais prendre un exemple comme je viens de l'annoncer. Bon, si je prends la combinaison L est égale à 1 et K est égal à 2. Donc, on va dire première colonne, ok, et deuxième colonne plutôt et première ligne. Donc, au point d'intersection,
D'accord? Au point d'intersection entre la colonne L est égale à 1 et au plutôt, hein, donc la colonne K qui est égale à 2 et la ligne L est égale à 1, on obtient donc une quantité d'output qui est égale au chiffre 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chiffre 4 ou la case où vous avez le chiffre 4, ça représente la quantité d'output que je peux obtenir avec la combinaison de 1. C'est-à-dire au point d'intersection entre la colonne qui passe par K est égale à 2 et L est égale à 1. Alors, bien sûr, ce résultat, vous pourrez aussi donc l'obtenir en remplaçant K par 2 et L par 1. Donc, pareil, ça va vous donner 4, bien évidemment. OK? Très bien. Alors, je prends un autre exemple. Si vous prenez la ligne qui passe par L est égale à 5, c'est-à-dire L est égal à 5, on utilise 5 unités de travail, et la colonne qui passe par K est égale à 4, ça veut dire qu'on utilise 4 unités de travail, eh bien, la case d'intersection entre les deux va indiquer un output, une quantité d'output qui est égale à 80. Donc, j'en déduis que la quantité de la combinaison, la quantité d'output pour, donc je vais le marquer peut-être, donc K, ou Q, pardon, pour... K est égal à 4, est égal à 5, ce sera 80 par exemple. OK? Donc voilà, au point d'intersection de la colonne qui passe par 4 et la ligne qui passe par 5, donc ça va nous donner un output qui est égal à 80. OK? Très bien. Alors maintenant, si je vous pose la question, vous avez compris le principe de la lecture de ce tableau. À quoi ou quelles sont les combinaisons, donc quelles sont les combinaisons qui permettent d'avoir le niveau d'output Q est égal à 36. Comment vous allez faire pour déterminer les différentes combinaisons parce qu'il y en a plusieurs. Alors, pour répondre à cette question, vous allez chercher dans le tableau toutes les cases parce que on cherche le niveau d'output 36. Donc, on va chercher les cases qui sont au milieu de ce tableau où va se répéter le chiffre 36. D'accord? C'est ça un petit peu la technique. OK? Parce que à chaque fois que le niveau d'output se répète, ça veut dire qu'il y a une combinaison qui permet d'obtenir ce niveau d'output. Et donc, je peux en déduire effectivement toutes les combinaisons en repérant l'ensemble donc des chiffres qui sont égaux à 36. Très bien. Alors, en parcourant le tableau, donc on remarque bien que l'on a le chiffre 36, qui représente le niveau d'output, se répète 3 fois. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Il se répète 3 fois, ça veut dire qu'il y a 3 combinaisons qui permettent d'obtenir la quantité d'output 36. 3 combinaisons, puisqu'il est répété 3 fois, qui permettent d'obtenir le même niveau d'output qui est égal à 36. Donc, j'ai 3 combinaisons. Quelles sont ces 3 combinaisons? Eh bien, donc, je vais regarder, regardez avec moi aussi donc le tableau. Donc, le premier chiffre 36 se trouve dans la case d'intersection, d'accord, de la colonne qui passe par K est égale à 6 et la ligne qui passe par L est égale à 1. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 36, c'est la quantité d'output que je peux obtenir avec K est égal à 6. Donc, puisque c'est point d'intersection entre la colonne donc, qui passe par K est égal à 6 et la ligne qui passe par L est égale à 1. Donc, je réécris ici, pardon. Donc, 6, 1, tout simplement. Voilà, donc la première case où je trouve le chiffre 36, eh bien, ça correspond justement au point d'intersection entre la colonne qui passe par K est égal à 6 et L est égal à 1. Donc, voilà la première combinaison. Donc, K est égal à 6, L est égal à 1. Deuxième chiffre, donc, voilà, se trouve dans la case d'intersection, d'accord, qui passe par quoi? Par la colonne, donc, K est égal à 3 et la ligne, d'accord, 4. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la deuxième combinaison qui permet d'avoir le niveau d'output 36, c'est la combinaison 3, 4. Je continue donc avec le troisième chiffre. Donc, 36, c'est la case d'intersection, d'accord, entre la colonne qui passe par le chiffre 2 et la ligne qui passe par le chiffre 9. Donc, puisque la colonne représente la quantité de capital, donc K est égal à 2, donc ce sera Q de 2, et la ligne représente la quantité de travail, donc ce sera 9.
Et pareil, donc, troisième combinaison. Donc là, qu'est-ce que je remarque en fait, hein? Donc, ces trois combinaisons, ils me donnent le même niveau d'output qui est égal à 36. Ça veut dire quoi concrètement? La signification économique, ça veut dire que le producteur, imaginons qu'il produit des ordinateurs, d'accord? Et il veut produire 36 ordinateurs. Donc ici, il a le choix entre trois possibilités. Puisque les combinaisons de production lui donnent à chaque fois une manière, hein, donc ça représente une manière, bien sûr ça représente les quantités utilisées, mais aussi la manière de produire un niveau, une quantité d'output. Et chaque fois que je change de combinaison, ça veut dire que je change de manière d'obtenir hein, donc un niveau d'output. Donc ici le niveau d'output est égal à 36, comme on a dit, hein, donc ordinateur. Ça veut dire quoi ici? La combinaison 6-1, ça veut dire que je peux produire 36 ordinateurs en utilisant 6 machines ou 6 unités de capital et un travailleur ou une unité de travail. Mais c'est pas la seule façon d'obtenir 36 ordinateurs. Je peux fabriquer le même nombre d'ordinateurs avec deux manières différentes. Première, c'est par exemple ici 3 machines et 4 travailleurs. Ou encore, je peux obtenir les 36 ordinateurs en utilisant 2 machines et 9 travailleurs. Et donc là, vous voyez que ça donne une sorte de liberté au producteur. Donc, il peut choisir soit la première, soit la deuxième, soit la troisième. Donc là, vous allez me dire finalement laquelle il va choisir. Bien sûr, il va choisir puisqu'il obtient toujours le même output. Donc, ce qui va l'intéresser pour gagner de l'argent, c'est de produire ces 36 ordinateurs le moins cher possible. Et donc, il va choisir parmi ces trois combinaisons, quelle est la combinaison qui est la moins chère, qui lui demande de dépenser le moins d'argent possible. Ok? Donc, bien sûr, on ne peut pas répondre à cette question ici parce qu'il nous faut le coût du capital et le coût du travail. Et donc, si on a une information sur le prix du capital et le prix du travail. Donc, on va voir combien ça va coûter cette combinaison, combien ça va coûter cette deuxième et combien ça coûtera la troisième. Et une fois on a le coût de chaque combinaison, on peut comparer, on va choisir la combinaison qui a le coût le plus petit, c'est-à-dire le coût le moins cher. Très bien. Mais bon, on va revenir sur ça, bien évidemment, dans le deuxième chapitre, ok? Lorsqu'on va étudier la théorie des coûts. Donc, ici, vous remarquez avec moi, quelle que soit la combinaison utilisée ici, eh ben, le producteur, il va obtenir le même niveau d'output. Donc, une quantité d'output qui est identique. Donc, certainement, ça vous rappelle les combinaisons de consommation chez le consommateur qui permettent de donner le même niveau de satisfaction. Un niveau d'utilité qui est identique, d'accord? Et justement, hein, donc toutes ces combinaisons donc qui donnent le même niveau de satisfaction, on a dit que on peut les représenter graphiquement, d'accord? En les reliant hein, donc ensemble pour obtenir une courbe. Et cette courbe, on l'a appelée la courbe d'indifférence. Pourquoi indifférence? Parce que le consommateur, il est indifférent entre ces différentes combinaisons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut choisir n'importe quelle combinaison parmi toutes ces combinaisons, il va obtenir le même niveau de satisfaction. Et donc, ça lui est égal, que ce soit la première ou la deuxième ou la troisième, bien évidemment. Eh bien, c'est à peu près la même logique ici. Eh bien, ces trois combinaisons qu'on vient de noter, par exemple, on peut le représenter A, B, C. Donc, les combinaisons A, B, C procurent, c'est-à-dire ils donnent, procure le même niveau d'output. Donc là, pareil, le producteur, c'est-à-dire si on juge uniquement sur les quantités de facteurs utilisés, il va dire, voilà, je suis indifférent à ces trois combinaisons. Après, comme je viens de l'expliquer, donc s'il tient compte du coût, combien dépense de l'argent pour acheter du capital et du travail, donc là, il va choisir le moins cher. Donc, mais en tout cas, quelle que soit la combinaison qu'il va utiliser, A ou B ou C, donc, il va obtenir un niveau d'output identique. Donc, par conséquent, ces combinaisons A et B, c'est comme on a fait pour le consommateur, on peut les représenter graphiquement et les relier ensemble entre elles, bien évidemment, et ça va nous donner une courbe, pareil. Et cette courbe, bien sûr, donc, on va l'appeler l'isocompte, c'est l'équivalent de la courbe d'indifférence chez le consommateur. Donc, chez le consommateur, on parle de courbe d'indifférence. Chez le producteur, on parle d'isocompte. Et d'ailleurs, isocompte, ça veut dire produit égal. Okay? Donc, A, B, C procure le même niveau d'output. Donc, on peut les relier,
d'accord, graphiquement. Donc je vais continuer ici. Donc on peut les relier graphiquement pour obtenir, graphiquement, pour obtenir une courbe, d'accord, que l'on appelle isocante. Ça n'a rien à voir avec les normes ISO, hein, donc les normes de qualité, etc. D'accord, donc isocante. Alors, isocante, donc on peut la décomposer en deux parties. Ok, donc ISO, vous comprenez, hein, bien sûr, donc ça veut dire égal. Ok, et compte, ça veut dire output, au produit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une isocante, ok, donc en reliant un petit peu les deux mots, donc ça serait, hein, donc la courbe, c'est une courbe de produit ou à produit égal, d'accord, ou d'output égal, produit égal ou identique, tout simplement, c'est la même chose. C'est la courbe de produit égal. Très bien. Donc, à partir, hein, donc, de cette explication, on comprend bien donc, que chaque fois que vous avez au moins deux combinaisons productives, d'accord, qui donnent un niveau d'output égal, identique, le même, eh bien, vous pourriez les représenter par une courbe d'isoproduit ou ce qu'on appelle isocante. Hein. Isocante, c'est isoproduit ou isocante. Il y a des manuels qui parlent de ça. Isoproduit, c'est la même chose. Isocante. Donc, si on prend un deuxième exemple, toujours à partir de ce tableau, vous remarquez avec moi que l'output, par exemple, 81, le chiffre 81, se répète dans deux cases, c'est-à-dire deux fois. Ce qui veut dire qu'il y a deux combinaisons qui permettent d'obtenir le même niveau d'output. Alors, quelles sont ces deux combinaisons? Donc, vous avez le premier chiffre, c'est le point d'intersection entre la colonne qui passe par K est égal à 9 et la ligne qui passe par 1. Donc, la combinaison 9, 1. Donc, pour avoir donc D, par exemple, D 9, 1, ça nous permet d'avoir Q de D qui est égal à 81. Ensuite, donc je remarque aussi qu'il y a une deuxième combinaison, je vais l'appeler E, hein, donc qui, point d'intersection, donc le chiffre 81 se répète au point d'intersection dans la case qui passe par quoi? Par la colonne 3, c'est-à-dire K est égal à 3, et L est égal à 9, d'accord? Et donc ça me donne pareil, Q de E qui est égal à 81, ok? Donc ça veut dire que j'ai deux combinaisons DE, donc D et E, donne donc un output identique, n'est-ce pas? Très bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que D et E appartiennent donc à l'isocante, d'accord? À l'isocante qui représente Q est égal à 81, représente le niveau d'output 81. Comme tout à l'heure, donc on avait A, B, C qui appartenaient à l'isocante qui représente le niveau d'output Q est égal à 36 et ainsi de suite. D'accord? Très bien. Donc, maintenant, on est capable de donner une définition générale. OK? Définition générale. Qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, une isocante ou isoproduit, donc, est une courbe, n'est-ce pas? Qui contient ou qui relie l'ensemble des combinaisons productives, qui relie l'ensemble. Donc minimum, bien sûr, c'est deux combinaisons, parce qu'on peut, avec une seule combinaison, à part si les facteurs de production sont complémentaires, on peut utiliser une seule combinaison, mais pour les autres types de facteurs imparfaitement substitués, on a besoin minimum de deux combinaisons, d'accord? On va revenir là-dessus lorsqu'on va traiter de l'équation de l'isocante. Donc, relie l'ensemble des combinaisons, bien sûr, productives, pour faire la différence avec le consommateur, productives, d'accord, qui procure, c'est-à-dire qui donne, qui procure
un niveau d'output identique. C'est-à-dire qu'ils ont le même niveau d'output. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vous donne 5 combinaisons, et parmi ces 5 combinaisons, vous avez donc 3 combinaisons qui donnent le même niveau d'output, eh bien, ces 3 combinaisons, on peut les représenter graphiquement par une courbe. Et cette courbe, ça s'appelle une isoquante, d'accord? Qui représentera ce niveau d'output dont il est question, d'accord? Donc, une courbe, une isoquante, c'est une courbe qui contient l'ensemble des combinaisons productives qui donnent le même niveau d'output. Très bien. Alors, donc, on va faire quelques remarques à partir de cette définition qui vont nous servir par la suite pour étudier les propriétés notamment donc de ces courbes isoquantes, d'accord? Alors je précise, pour la représentation graphique c'est la même chose, c'est-à-dire ce qu'on a fait pour les courbes d'indifférence est valable pour les isoquantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un plan A de repères, donc L bien sûr sur l'axe des abscisses, K sur l'axe des ordonnées, et après bien sûr je vais représenter, tout à l'heure on avait trouvé A, B, C, donc A, B, C, ils vont constituer donc je vais pas perdre du temps dans voilà donc la prise en compte des chiffres, etc. Donc ce qui nous intéresse c'est juste la forme. Donc A, B, C, donc ça représente Q qui est égal à 36. Ok, je représente la combinaison A, la combinaison B, la combinaison C, comme d'habitude, avec leurs coordonnées. Donc ici la quantité de capital, la quantité de travail. Ok, donc ça c'est KA, LA bien sûr, KB, LB. Bien sûr, la représentation de l'effectif ne tient pas compte des vrais chiffres qu'on a utilisés tout à l'heure, juste pour gagner du temps, KC et LC. Okay. De la même manière, donc on avait tout à l'heure DE, donc 81. Donc je vais avoir ici par exemple D, et là je vais avoir E. Et ça va représenter un niveau d'output différent. 81 et ainsi de suite. Donc c'est la même technique qu'on a utilisée pour les courbes d'indifférence. Donc je ne vais pas perdre de temps là-dessus parce qu'on a déjà expliqué ça et réexpliqué. Très bien. Alors maintenant, je vais m'intéresser aux remarques qu'on pourrait faire sur cette définition. Alors remarque. Ok. Très bien. Alors la première remarque, c'est ça concerne un petit peu la signification économique d'une isoquante, d'accord? Alors, quelle est la signification économique d'une isoquante? Alors, je vais me permettre de faire un petite analogie avec la courbe d'indifférence. Quelle est la signification économique de la courbe d'indifférence? Eh bien, ça représente un niveau d'utilité pour le consommateur. Quelle est la signification de la droite budgétaire pour le consommateur? Ça représente un budget, un niveau de revenu. Eh bien, pareil ici, la signification économique de l'isoquante, je viens de le faire ici dans la représentation graphique, vous voyez, chaque courbe, il représente quoi? Il représente une quantité d'output, donc un niveau d'output. C'est ça la signification économique. Donc, chaque isoquante représente ou indique un niveau d'output donné. C'est ça sa signification. Ok? Un niveau d'output donné. Comme la courbe d'indifférence représente un niveau d'utilité. Donc, qu'est-ce que ça traduit en réalité? Ça traduit en fait l'idée que pour produire une quantité d'output, il n'y a pas qu'une seule manière, d'accord? Il n'y a pas une seule combinaison, d'accord, pour justement réaliser ce niveau d'output. Donc, il y en a plusieurs, puisqu'il y a plusieurs combinaisons. Donc, il y a plusieurs manières, d'accord, de produire une quantité d'output, comme on l'a déjà vu donc, dans les exemples précédents. Ok. Et comme on a dit après, lorsqu'on va intégrer la théorie des coûts, etc., eh bien, le producteur, s'il a plusieurs combinaisons, plusieurs façons d'atteindre son objectif d'une certaine quantité d'output, bien sûr, elle va choisir la combinaison la moins chère. Donc, signification économique, chaque isoquante représente un niveau d'output donné qui peut, bien sûr, on peut continuer, qui peut être réalisé, d'accord, qui peut être réalisé de plusieurs façons. Voilà, de plusieurs manières ou de plusieurs façons.
Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs combinaisons possibles. Ok, très bien. Voilà pour la première remarque. La deuxième remarque, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit que chaque isoconte va représenter, chaque isoconte représente un seul niveau d'output, donc il ne peut pas représenter plusieurs niveaux d'output, c'est impossible. Un seul et unique niveau d'output, ok. Et dans l'autre sens aussi, hein, donc chaque niveau d'output, hein, donc il ne peut être représenté que par une seule isoconte, d'accord. Donc chaque isoconte représente un niveau d'output donné et chaque niveau d'output correspond à une seule isoconte. C'est-à-dire qu'il peut être représenté seulement avec une seule isoconte. Donc la relation un petit peu, hein, donc ça va dans les deux sens. Ok, on ne peut pas avoir une isoconte par exemple qui représente plusieurs niveaux d'output. Ça n'a pas de sens. De la même manière, si je prends un niveau d'output donné, je ne peux pas le représenter par 2 ou 3 isocontes différentes. Donc, ça n'a pas de sens non plus. Donc, si je prends un niveau d'output, il a une seule isoconte. Si j'ai une courbe isoconte, eh bien, il correspond à un seul niveau d'output. Très bien. Troisième remarque. Ok. Alors, troisième remarque, donc, c'est à peu près ce qu'on a fait pour la courbe d'indifférence. Et j'avais expliqué que la courbe d'indifférence, elle est décroissante. Ça ne veut pas dire que le niveau d'utilité, il décroît lorsque je me déplace du haut vers le bas. Donc le niveau d'utilité, il reste fixe. Parce que ce qu'on vient d'expliquer dans cette deuxième remarque, donc le niveau d'utilité reste le même. Parce que la courbe d'indifférence représente un niveau d'utilité donné. D'accord? Pareil, une isoconte, il représente un niveau d'output. Donc, lorsque je me déplace du haut vers le bas d'une courbe d'indifférence, d'une courbe isoconte, pardon. Donc, je reprends un petit peu mon graphique. Donc, lorsque je me déplace du point A au point B au point C, ça ne veut pas dire que le niveau d'output, il va baisser. C'est-à-dire que Q de A, il est supérieur à Q de B, supérieur à Q de C. Non, le niveau d'output, il est toujours égal à 36. Il est fixe. Parce que cette isoconte à laquelle appartient A, B, C, il indique ou il représente le même niveau d'output. Il ne change pas. Et donc, Q de A est égal à 36, qui est en haut. Le point B ou la combinaison B, il est au milieu, mais toujours Q de B est égal à 36. Et C qui est en bas, bah pareil, Q de C sera égal toujours à 36. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me déplace du haut vers le bas, le niveau d'output reste toujours le même, identique, constant, stable, fixe. Égal au niveau d'output que représente cette isoconte. De la même manière, si je suis sur la courbe de Q est égal à 81, eh bien Q de D est égal à Q de E. Donc ça ne change pas. Quand est-ce que le niveau d'output change? Lorsque je passe, par exemple, du point C au point E. Je change d'isoconte. Lorsque je change de courbe, je me déplace d'une courbe vers une autre, soit vers le haut, soit vers le bas, eh bien sûr, le niveau d'output, il va changer. Donc, on passe de 36 à 81. Vous voyez? Mais si je reste sur la même courbe d'indifférence, et je me déplace entre les différents points, les différentes combinaisons qui appartiennent à cette courbe d'indifférence, enfin, courbe isoconte, donc le niveau d'output restera le même, inchangé. Donc, cette décroissance, qu'est-ce qu'il traduit? La relation inverse entre le capital et le travail. Ça veut dire que si je veux rester sur cette courbe isoconte, eh bien, si le capital baisse, vous voyez, donc lorsque je me déplace du haut vers le bas, K, il va baisser, bah, L, il doit augmenter, tout simplement. Donc, c'est cette relation inverse qui explique en quelque sorte pourquoi, justement, hein, donc, on a cette forme décroissante. Mais le niveau d'output, ça n'a rien à voir. Il est toujours fixe, hein, donc, il reste inchangé. Donc, troisième remarque, on écrira, donc, quand on se déplace sur la même isoconte, c'est très important, vous soulignez ça, la même isoconte, du haut vers le bas ou l'inverse, hein, peu importe, le niveau d'output reste inchangé,
fixe, même si l'isoconte, donc la courbe, est décroissante. Donc même si la courbe est décroissante, donc cela n'implique pas que Q est bien sûr donc est décroissant, il va baisser. Au contraire, donc il va rester inchangé. Ok, très bien. Donc on terminera avec cette deuxième vidéo avec voilà, donc une dernière, peut-être deux dernières remarques. Quatrième remarque, lorsqu'on se déplace le long de l'isoconte de haut en bas, ok, ici, par exemple de A jusqu'à C, du haut vers le bas, qu'est-ce que vous remarquez? Je baisse le capital et j'augmente le travail. Ça veut dire quoi? Je remplace le capital, les machines, par du travail. Donc je dis, je substitue le travail au capital, ou je remplace le capital par le travail. Si je me déplace du bas vers le haut, c'est-à-dire du point C vers le point A, c'est l'inverse. Hein? Donc je réduis le travail et j'augmente le capital. Donc je remplace le travail par du capital. Donc on écrira ça. Donc si on se déplace du haut vers le bas, toujours sur la même isoconte, c'est très important. Donc, on remplace, si vous voulez, on remplace le capital K par L. Ok. Si je me déplace du bas vers le haut, sur, bien sûr, la même isoconte, sur la même isoconte, bah, dans ce cas-là, on va diminuer le travail et augmenter le capital. Donc, on remplace L par K. OK? Voilà un petit peu, hein, donc, si vous voulez, hein, donc, les remarques que l'on puisse faire hein, donc, au sujet de la définition donc, de cette isoconte. Donc là, vous voyez que ça ressemble exactement à la logique des courbes d'indifférence. Donc, on va arrêter cette deuxième partie à ce niveau-là.